Mon fils a volé tout mon argent pour une croisière. Le lendemain, j'ai préparé ma vengeance. Chaque matin débutait de la même manière, avec la douleur. Elle était légère au début, mais s'intensifiait lentement alors que je tentais de sortir du lit. Je me mordais la lèvre, m'appuyais sur la table de chevet et finissais par me lever. Mon genou était devenu une véritable torture. Ces derniers mois, le médecin disait que cela ne ferait qu'empirer. Sans opération. 82 000 euros. C'était la somme que j'avais économisée. Au fil des 3 dernières années, cet argent reposait sur un compte spécial. Intouchable, pensais-je, jusqu'à la veille. Je m'appelle Geneviève Lemoine. J'ai 64 ans et je vis seule dans une grande maison à Beaune-les-Vignes, en Bourgogne. Une maison que mon mari, Maurice, et moi avions achetée il y a 30 ans, lorsqu'il obtint une promotion dans son cabinet d'ingénierie. Nous étions heureux alors. Une jeune famille avec un fils en pleine croissance, emménageant dans un quartier chic. Aujourd'hui, la maison semble trop vaste pour une veuve solitaire. Une crise cardiaque a emporté Maurice, il y a 5 ans. Et depuis, la vie est un étrange combat contre la solitude et la frustration. En me préparant une tasse de thé corsé, je m'installai lentement dans un fauteuil, près de la fenêtre donnant sur le jardin. Maurice aimait y travailler. Le week-end, plantant une rangée de vignes le long de la clôture, construisant un treillage de roses, aménageant un four en pierre pour les barbecues d'été. C'était un excellent ingénieur civil, respecté par ses pairs, apprécié de ses clients. Après sa mort, j'ai conservé chaque centime de nos économies, sauf pour l'entretien de la maison, mes besoins modestes, et bien sûr, pour soutenir Julien, notre fils unique. Julien dirigeait une région pour une entreprise pharmaceutique. Il était marié depuis presque 20 ans à Valérie, comptable dans un prestigieux cabinet d'avocats. Ils avaient 2 enfants, Chloé, Césaire, Yessence, et Victor, 14 ans. Ils vivaient dans le quartier branché de Nuit-Saint-Georges, à seulement 20 minutes de chez moi. Dans une maison valant 2 fois la mienne, Julien conduisait une Audi sportive, Valérie une BMW flambant neuve, et les enfants fréquentaient une école privée coûteuse pour un observateur extérieur. Leurs finances semblaient en ordre. Le téléphone sonna à 9 heures précises. Je savais déjà qui c'était. « Bonjour, maman. » La voix de Valérie était douce, comme toujours lorsqu'elle voulait quelque chose. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Ça va, » répondis-je, frottant mon genou. Le genou me gêne, mais je me débrouille. « Oh, c'est affreux, » dit-elle, sans une trace de sympathie. « Écoute, on est un peu dans le pétrin. Chloé a besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école, un modèle performant pour les logiciels de design. Elle et sa classe travaillent sur un projet. » J'ai cessé d'écouter les détails. Cette conversation se répétait, avec des variantes, depuis des années. Un nouvel ordinateur, un voyage pour un séminaire, du matériel sportif pour Victor, une rénovation de la maison. On l'achèterait nous-mêmes, bien sûr, continua Valérie. Mais ce mois-ci, on est un peu juste, financièrement. Julien a investi dans un nouveau projet, au travail, et nous avons dû... Combien ? L'interrompis-je. 3 000 euros serait parfait, répondit-elle vivement. Mais si c'est trop, je vais voir ce que je peux faire, dis-je, sachant que c'était la réponse attendue. Tu es la meilleure, Geneviève, on t'adore. Dès que l'appel se termina, je soupirai lourdement. Quand cela avait-il commencé? Quand mon fils et sa femme avaient-ils décidé que je n'existais que pour financer leur mode de vie? D'abord, c'étaient de petits prêts, jamais remboursés, puis des sommes plus importantes, pour des choses essentielles, un acompte pour leur maison, les frais de scolarité des enfants. Je n'avais jamais dit non. Maurice disait toujours « Pourquoi travaillons-nous, sinon pour offrir une belle vie à notre fils ?» Mais Maurice n'a pas vu que nous passions de parents à distributeurs automatiques. Je me levai du canapé
grimaçant à cause de mon genou douloureux, et me dirigeai vers la commode. Des photos y étaient alignées. Voici Maurice, le jour de notre mariage, grande, avec des cheveux noirs et des yeux clairs. Voici Julien, à sa remise de diplôme universitaire, le visage rayonnant de fierté. Maurice et moi, à ses côtés. Voici une photo plus récente. Julien avec sa famille. Dans leur nouvelle maison, j'étais sur le côté comme si j'avais accidentellement marché dans le cadre. J'étais autrefois responsable des ressources humaines dans une grande compagnie d'assurance. J'aimais mon travail. Aider les gens à trouver leur place. Bâtir des équipes. Maintenant, à la retraite, ces compétences semblent inutiles. Surtout quand mon propre fils regardait à travers moi. Je pourrais venir dîner dimanche, avais-je proposé. La dernière fois que j'avais appelé Julien, ce dimanche. Ce n'est pas pratique. Maman, répondit-il. On a des projets avec la famille Fournier? Peut-être une autre fois. La famille Fournier, des collègues de Julien avec qui il passait souvent du temps. Et je n'étais pas de la famille. Pour leurs projets, j'étais une catégorie à part, nécessitant un créneau spécial, dans leur emploi du temps, chargé, dans la boîte aux lettres. Je trouvais une facture d'électricité et des prospectus, pas de carte manuscrite, pas de lettres personnelles, juste des affaires, comme dirait Maurice. Il avait l'habitude de citer de vieux films. Je préparais le déjeuner, dans ma spacieuse cuisine, autrefois remplie de bruit et de rire, lors des dîners familiaux. Maintenant, c'était silencieux. Je mangeais une salade de poulet, accompagnée d'eau citronnée. Le médecin avait insisté sur un régime. Avant l'opération, pas de poids superflu, pas de pression sur mon genou. L'opération, toutes mes pensées y revenaient. 3 ans d'économie, pour les jours difficiles, renonçant à de petits plaisirs, comme des vêtements neufs, ou des escapades, avec des amis, 82 000 € sur un compte spécial. Une prothèse de genou coûtait cher, surtout avec le meilleur chirurgien, et une rééducation de qualité, sans couverture complète par l'assurance. Bien sûr, après le déjeuner, il était temps de ma sortie quotidienne. Malgré mon genou douloureux, je me forçais à sortir, chaque jour, jusqu'au marché local. Le médecin disait que le mouvement était nécessaire, mais avec modération. Je pris la guêpe que Maurice avait sculptée pour moi, l'année avant sa mort. Tu seras la grand-mère la plus élégante de Bonne-les-Vignes, plaisantait-il, ignorant que la guêpe deviendrait ma compagne constante, bien plus tôt que prévu, au marché des Halles à Beaune. Je poussai mon panier à travers les étals, entre l'odeur du pain frais et du fromage local, quand je rencontrai Cécile Morel, une ancienne collègue de la compagnie d'assurance. Sous le dôme vitré du marché, nous échangeâmes des nouvelles et la conversation tourna, inévitablement, vers les familles. Mon Pierre vient samedi, avec les petits-enfants, dit Cécile. Fièrement, il reste tout le dimanche. Pierre veut repeindre la clôture du jardin. J'y hochaille la tête et souris sans mentionner que Julien n'était venu, chez moi, que 3 fois, l'année dernière, chaque visite durant. À peine 1 heure. Et les tiens? Demanda Cécile. Et Julien est toujours occupé, par son poste important. Oui, très occupé, répondis-je, évitant son regard. Ils ont beaucoup de projets, en ce moment. Je ne mentionnais pas que mes petits-enfants me disaient à peine bonjour, lorsqu'on se voyait, que Chloé avait levé les yeux au ciel, quand j'avais proposé de lui apprendre à faire une tarte aux pommes, selon la recette de ma grand-mère, que Victor restait sur son téléphone, tout le temps qu'il était chez moi. Ils sont si occupés, les enfants modernes, dit Cécile, comme si elle lisait mes pensées. Ils ne sont pas comme à notre époque. Oui, très différents, acquiesçai-je. En rentrant, je réalisai que j'avais oublié de vérifier mes courriels. Du matin, j'allumai l'ordinateur, une autre chose que j'avais dû apprendre. Depuis la mort de Maurice, il était passionné par la technologie et les finances,
Pas besoin de te remplir la tête avec ça, chérie, disait-il. Je l'avais laissé prendre les choses en main. Et ensuite, je me retrouvais seule, presque démunie. Face au monde moderne, j'avais dû apprendre. Rapidement, j'étais maintenant plutôt douée avec l'ordinateur, capable de vérifier mes courriels, consulter mes comptes bancaires, même utiliser les réseaux sociaux pour suivre mon fils et mes petits-enfants, car ils ne me racontaient pas grand-chose directement. J'ouvris l'application bancaire pour voir combien d'argent je pouvais allouer sans risque pour un nouvel ordinateur. Pour Chloé, j'accédais à la page du compte spécial et me figeais. Au lieu de 82 000 €, le compte affichait seulement 1783 € et 20 centimes. Il devait y avoir une erreur. Je rafraîchis la page, les chiffres n'avaient pas changé. Je vérifiais l'historique des transactions. Il y a 3 jours, 80 000 € avaient été retirés du compte. Le bénéficiaire était Julien Lemoine. Le monde, autour de moi, se mit à tourner. Je m'agrippai au bord du bureau, essayant de reprendre mon souffle. C'était impossible. Julien ne pouvait pas, il savait que cet argent était pour mon opération, savait combien de temps il m'avait fallu pour le réunir, savait que sans l'opération, je ne pourrais bientôt plus marcher. Mais les chiffres sur l'écran ne mentaient pas. 80 000 €. Involé, avec des doigts tremblants, je composai le numéro de Julien. Il ne répondit pas. Bien sûr qu'il ne répondit pas. J'appelai Valérie. Pas de réponse. Non plus. Que se passait-il? Il répondait toujours quand ils avaient besoin de quelque chose. J'appelai la banque, contenant à peine la panique dans ma voix. C'était un retrait bancaire en ligne. Madame Lemoine, expliqua l'employé. Il a été effectué. Avec votre identifiant et votre mot de passe. Le bénéficiaire est Julien Lemoine, votre représentant autorisé à la banque. Oui, j'avais fait de Julien mon représentant autorisé après la mort de Maurice, au cas où quelque chose m'arriverait, mais je ne lui avais jamais donné mes mots de passe bancaire, bien qu'il m'ait aidé à configurer un nouveau téléphone. Une fois, ce devait être. À ce moment-là, puis-je annuler le transfert des mandailles, connaissant déjà la réponse? Malheureusement, non. Madame Lemoine, dites l'employé, le transfert a été autorisé depuis votre compte et le bénéficiaire a déjà retiré l'argent. J'ai remercié l'employé et raccroché, ressentant une vague, non seulement de peur, mais de colère. Mon genou pulsait de douleur, comme pour me rappeler la trahison. Mon fils, ma chair et mon sang avaient volé l'argent. Pour mon opération, qu'est-ce qui pouvait être si importante pour qu'il ose faire cela? L'écran de l'ordinateur affichait toujours l'application bancaire. 80 000 € disparus, avec mon espoir d'une vie sans douleur, avec les dernières illusions que j'étais autre chose qu'une source de financement pour Julien. Je regardais la photo de nous tous devant leur nouvelle maison. J'étais sur le côté comme une étrangère. Peut-être était-ce ainsi. Peut-être étais-je depuis longtemps une étrangère dans la vie de mon fils. Je dormis à peine cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les chiffres sur l'écran. 1783 € et 20 centimes au lieu de 82 000. La douleur dans mon genou s'intensifiait comme en rythme avec mon anxiété. Au matin, je décidai que je devais parler à Julien en personne, entendre son explication. Peut-être y avait-il une terrible erreur ou une urgence qu'il n'avait pas eue le temps de me dire. Après une nuit blanche, je me levai, plus tôt que d'habitude, pris un antidouleur
et commençai à appeler Julien. D'abord sur son portable, pas de réponse. Puis sur le téléphone fixe, toujours pas de réponse. Je composai le numéro de son bureau et la réceptionniste, avec une voix parfaite, me dit « Oui, mais le moine a pris quelques jours de congé pour des raisons personnelles. Donc, il était vraiment indisponible. Mais pourquoi et où? Je trouvai le numéro de Valérie, bien que je l'appelasse rarement directement. Geneviève. La voix de Valérie semblait surprise et un peu méfiante. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin de parler à Julien, dis-je, essayant de garder une voix stable. C'est urgent. Une pause trop longue. Il ne peut pas venir au téléphone. Maintenant, répondit-elle enfin. Il est occupé. Occupé à quoi? Ma voix devint plus tranchante. Geneviève, écoute. Sa voix s'adoucit, presque mielleuse. Je suis sûre que Julien t'expliquera tout quand il rentrera. Ce n'est vraiment pas le moment? Il rentre d'où? Insistai. Je dois y aller, dit Valérie, rapidement. J'ai un autre appel. Julien te rappellera plus tard. Elle raccrocha avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Je m'effondrai sur le canapé, serrant le téléphone. Dans ma main, quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. J'ai passé toute la journée à attendre. Que Julien appelle, j'essayais de me distraire. J'ai nettoyé la maison, autant que mon genou me le permettait, préparé le dîner, même commencé à relire mon livre préféré. Mais je ne pouvais pas me concentrer en fin d'après-midi. J'abandonnais et rappelai Julien. Le téléphone passa à la messagerie après quelques sonneries. Le lendemain arriva. Toujours pas d'appel. J'appelai son bureau, à nouveau. Et cette fois, la réceptionniste confirma qui aime. Le moine était en vacances. Jusqu'à la fin de la semaine. 5 jours. Il avait pris 5 jours de vacances et ne m'avait rien dit. À midi, le 3e jour, après avoir découvert la disparition de l'argent, je décidai que je ne pouvais plus attendre, malgré la douleur, dans mon genou. Je m'habillai, prise Magaille et hélai un taxi pour aller chez Julien. Le chauffeur était un homme d'âge moyen, silencieux, ce qui me convenait. Je n'avais pas envie de parler. La maison de Julien et Valérie semblait vide quand le taxi s'arrêta devant. Je payai le chauffeur et, m'appuyant sur Magaye, marchai lentement jusqu'à la porte. La sonnette resta sans réponse. Je frappai, puis appelai silence. Vous cherchez les Lemoine, lança une voix. Depuis la propriété voisine, un homme âgé arrosait les fleurs. Ils sont partis. Il y a quelques jours, ils ont dit qu'ils ne rentreraient pas avant mardi prochain. Savez-vous où ils sont allés? Demandai-je. En vacances, quelque part. L'homme haussa les épaules. Valérie a parlé d'île. Ça semblait loin. J'ai le remercié et hélé un autre taxi. Des îles, loin. 80 000 €. En rentrant chez moi, je m'effondrai lourdement sur le canapé, massant mon genou. Il me faisait plus mal que d'habitude. Après ce voyage inutile, j'aurais dû prendre des antidouleurs. Mais d'abord, je décidai de rappeler Julien. Même résultat, messagerie. Je jetai le téléphone sur le canapé et allumai l'ordinateur. Peut-être devais-je vérifier les réseaux sociaux. Julien postait rarement, lui-même, mais Valérie était une utilisatrice active de Facebook et Instagram, surtout quand elle voulait se vanter auprès de ses amis. Connexion, mot de passe, et me voilà. Sur la page de Valérie, elle n'avait rien publié. De nouveau, ces derniers jours, mais parmi ses amis, se trouvait sa jeune sœur, Camille, qui taguait souvent
Valérie, dans ses publications. J'allais sur la page de Camille et me figeais, posté hier, une photo avec la légende. Ma sœur et mon beau-frère profitent de vacances, bien méritées, aux Maldives, un peu jalouses de ce paradis. Sur la photo, Valérie et Julien, souriantes, bronzées, portant des lunettes de soleil, se tenaient devant un fond d'eau turquoise et de sable blanc. Julien tenait un cocktail avec une petite ombrelle. Il semblait totalement insouciant. Les Maldives, l'une des destinations les plus chères au monde. C'est là que mon fils était allé avec mes 80 000 € destinés à l'opération. Je sentis la nausée monter dans ma gorge. Mes mains tremblaient si fortes que je faillis laisser tomber la souris. C'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Mon fils, ma chair et mon sang, avaient volé l'argent destiné à une opération qui me soulagerait de ma douleur quotidienne, pour aller dans une station balnéaire de luxe pendant une demi-heure. Je fixais cette photo, essayant de trouver une autre explication. Peut-être avaient-ils leur propre économie pour ce voyage. Mais alors pourquoi prendre mon argent? Et pourquoi maintenant, alors que mon opération était dans 3 semaines? Je pris le téléphone et composai à nouveau le numéro de Julien. Sixoneries. Et encore la messagerie, c'était le 10e appel, en 2 jours. Il m'évitait, clairement. Julien, ma voix tremblait, en laissant un message. J'ai vu les photos des Maldives. Je sais où est mon argent. Rappelle-moi, immédiatement. J'y raccrochai et retournai à l'ordinateur, regardant les autres photos sur la page de Camille. J'en trouvai quelques-unes, de plus, avec Julien et Valérie. L'une les montrait, en train de dîner, dans un restaurant, sur la plage. Une autre les montrait, se prélassant, dans une piscine, avec vue sur l'océan. Selon les géotags, ils séjournaient dans l'un des complexes les plus exclusifs des Maldives. Mon téléphone sonna pendant que je regardais encore les photos. Julienne, enfin, maman. Sa voix semblait tendue. Mais je viens d'avoir ton message. Julien, essayai-je de parler calmement, mais ma voix tremblait. Tu as pris de l'argent sur mon compte, l'argent pour l'opération, et tu l'as dépensé pour des vacances en Bali, aux Maldives. Écoute, commença-t-il, avec ce ton condescendant que je détestais tant. Ce n'est pas tout à fait ce que tu penses. C'est quoi, Julien? Explique-moi. Eh bien, Valérie et moi planifions ce voyage depuis longtemps. C'est important pour ma carrière, pour établir des contacts dans un cadre informel. Mais notre investissement est temporairement bloqué, alors j'ai juste emprunté l'argent, je te le rembourserai très bientôt, je le jure. Très bientôt, répétai-je. Mon opération est dans 3 semaines. Julien, enfin, elle était dans 3 semaines. Maintenant, je ne sais pas quand je pourrai la faire. Maman, ne sois pas si dramatique, dit-il, avec une légère irritation. C'est juste un genou, tu te débrouilles bien comme ça, et je te rembourserai dans 1 mois, au maximum, dès que j'aurai ma prime. Je n'en croyais pas mes oreilles, juste un genou. Mon fils parlait comme si c'était une égratignure, pas une douleur chronique, qui limitait ma vie quotidienne. Julien, dis-je lentement, sentant quelque chose en moi se brisa et se durcir. À la fois, tu as pris mon argent, sans permission. Tu m'as menti, tu m'as volé la possibilité d'échapper à la douleur que je vis tous les jours. Et tout ça pour des vacances? Maman, tu ne comprends pas. Sa voix devint encore plus irritée. Et ce n'est pas juste des vacances,
C'est un investissement dans mon avenir. C'est un investissement dans l'avenir de notre famille. Après tout, si j'obtiens une promotion, tout le monde en profite, y compris toi. Je fermais les yeux. Le choc laissait place, lentement, à une colère froide, cristalline, comme je n'en avais jamais ressenti. Donc, tu penses que tu as le droit de gérer mon argent, parce que ça bénéficiera, ultimement, à la famille, demanda Yeux. Eh bien, oui, répondit Julien, comme si c'était évident. Si on est une famille, et de toute façon, ce n'est que de l'argent. J'ai dit que je te rembourserai. Et quand vas-tu me rembourser, Julien? Une date précise. Je ne peux pas te donner une date précise, maman. Il commençait à perdre patience. Mais bientôt, très bientôt. Donc, tu as volé mon argent, sans plan concret, pour le rembourser. Ma voix restait calme, mais à l'intérieur, je bouillais. Je n'ai pas volé, s'indigna Julien. J'ai emprunté, il y a une différence, et je ne comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Je suis ton fils, après tout. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je, et c'est pourquoi ça fait si mal. Certes. J'entendis une voix féminine. En arrière-plan, Valérie disait quelque chose à Julien. Il lui répondit en mettant sa main sur le téléphone, mais je pouvais encore entendre leur conversation. « C'est maman, » demanda Valérie. « Elle est toujours fâchée pour l'argent. » Oui, répondit Julien. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Puis, à moi, « Maman, écoute, on doit y aller. On a une sortie en bateau prévue. On parlera de ça. Quand on rentrera, je te promets que tout ira bien. » J'avais l'impression de parler à un étranger, pas à l'homme que j'avais élevé, celui qui me tenait la main quand il apprenait à marcher, qui pleurait sur mon épaule, quand sa première petite amie l'avait quitté, qui jurait de prendre soin de moi quand Maurice est mort. Bien sûr, Julien, dis-je enfin, profite de ta sortie. J'ai raccroché et resté longtemps à fixer l'écran éteint du téléphone. Je me sentais trahi à un niveau fondamental, comme si tout ce que je croyais de ma famille s'était révélé être un mensonge. Mais je ne pouvais plus me permettre le luxe de la foi aveugle. Julien avait clairement dit qu'il n'était pas pressé de rendre l'argent, et je réalisais que même s'il le faisait dans 1 ou 2 mois, comme il l'avait promis, ce serait trop tard pour mon opération prévue. Je devrais reprendre rendez-vous avec le chirurgien, attendre quelques mois, endurer la douleur. Je pris mon téléphone et appelai ma banque. Cette fois, je ne voulais pas parler à un opérateur, mais à mon conseiller bancaire, personnel, Madame Lemoine, Alain Dubois, avec qui je travaillais depuis plusieurs années, Miss Aloua. Que puis-je faire pour vous? Ah, maman, Dubois, j'ai une situation délicate, commençai-je. Mon fils a accès à plusieurs de mes cartes de crédit en tant que personne autorisée. Je veux geler ces cartes immédiatement. Je comprends, répondit-il, après une courte pause. Puis je demandai la raison. J'expliquai brièvement la situation, essayant de garder un ton professionnel, bien que je bouillais de colère et de ressentiment à l'intérieur. Je suis désolé d'entendre cela, Madame Lemoine, dit Alain, et je pouvais vraiment entendre la sympathie dans sa voix. Bien sûr, nous pouvons geler les cartes. Je recommande également de changer tous vos mots de passe bancaires en ligne et de configurer une authentification à 2 facteurs. Pendant l'heure suivante, Alain et moi travaillâmes à sécuriser mes comptes. Je gelai 3 cartes de crédit auxquelles Julien avait accès. Ce n'étaient pas les principales,
Je les utilisais rarement, mais elles étaient liées à mon compte et avaient payé de nombreuses dépenses de Julien au fil des années. Je changeais les mots de passe, installais de nouvelles mesures de sécurité, même le mot de passe pour la banque par téléphone. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour récupérer ces 80 000 €? Demandai-je enfin. Alain soupira. Malheureusement, Madame Lemoine, si le transport a été autorisé depuis votre compte et que l'argent a déjà été dépensé, la banque ne peut pas intervenir. C'est considéré comme un différend familial, pas une fraude au sens légal. La seule voie serait une action civile contre votre fils. Mais je réalise que c'est une option compliquée. J'ai remercié Alain pour son aide et mis fin à l'appel. Une action civile contre mon propre fils. Il y a une semaine, cette idée m'aurait semblé absurde. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Après avoir parlé à la banque, je me sentis étrangement soulagée. C'était comme si je reprenais le contrôle. Pour la première fois, depuis longtemps, même si je ne pouvais pas récupérer l'argent, au moins j'avais empêché d'autres vols. Et ce n'était que le premier pas. Je retournai à l'ordinateur et rouvris la page avec les photos de Julien et Valérie. Aux Maldives, ils semblaient si insouciants, si heureux, profitant de vacances luxueuses, à mes frais, tandis que je restais chez moi, avec un genou douloureux, ne sachant pas quand je pourrais, maintenant, me faire opérer. Je fermai la page et éteignis l'ordinateur. Quelque chose, en moi, avait changé en ces quelques jours. La douleur de la trahison et le choc laissaient place à une détermination froide. Julien avait franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir, et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à lui faire affronter les conséquences de ses actes. 2 jours passèrent dans un calme étrange. Je passais mon temps à réfléchir à mes options pour gérer la situation. L'argent pour l'opération était parti, la confiance en mon fils était brisée, la douleur dans mon genou empirait chaque jour, me rappelant que je ne pourrais pas avoir l'opération comme prévu. J'appelai la clinique pour annuler la procédure programmée et j'entendis un réel regret dans la voix de la coordinatrice. « Nous pourrons vous mettre sur la liste d'attente, Madame Lemoine, dit-elle, mais je crains que le prochain rendez-vous avec le docteur Martin ne soit pas avant 4 mois. 4 mois, 120 jours de douleur supplémentaire, 120 jours de mobilité limitée. Je remerciai la coordinatrice et me mis sur la liste d'attente, bien que je ne sois pas sûre de pouvoir réunir la somme nécessaire d'ici là. L'appel téléphonique arriva en fin d'après-midi, alors que je me préparais. Une tasse de thé, le numéro de Julien s'afficha sur l'écran. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées, et répondis « Qu'as-tu fait ?» Sa voix semblait lutter pour contenir. Ça rageait. « Bonsoir. »« Julien, » dis-je calmement. « De quoi parles-tu exactement ?»« Ne fais pas, comme si tu ne comprenais pas, » cria-t-il presque. Mes cartes, toutes refusées. Valérie et moi venons de nous retrouver dans une position idiote au restaurant. Donc, il avait essayé de payer avec une des cartes liées à mon compte, et bien sûr, elle avait été refusée. « Oh, ça !» dis-je, sur le même ton posé. « Ah, oui, j'ai gelé toutes les cartes auxquelles tu avais accès. » Es-tu devenue folle? Julien n'en croyait pas ses oreilles. Comment as-tu pu faire ça? Sais-tu à quoi ça ressemblait? On dînait avec des gens importants dont dépend ma promotion. J'entendis la voix de Valérie en arrière-plan.
Elle disait quelque chose à Julien, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. « Attends, dit-il, pas à moi, mais à elle. Je vais la mettre sur haut-parleur. » Il y eut un clic, et maintenant, je les entendais, tous les deux, beaucoup plus clairement. Ils étaient, apparemment, dans leur chambre d'hôtel. Et Geneviève, la voix de Valérie, semblait agacée. « Tu dois débloquer ces cartes immédiatement. Te rends-tu compte qu'on est ici, de l'autre côté du monde, et qu'on a un montant limité d'argent liquide? Ce sont mes cartes. Et mon argent, Valérie, dis-je. Et Julien sait parfaitement que c'était pour les urgences, pas pour payer. Des dîners dans des restaurants chics. Maman, ça suffit, intervint Julien. Tu agis comme une enfant. C'est une petite vengeance mesquine, parce que j'ai pris l'argent des vacances. Pris l'argent, répétai-je. Tu veux dire que tu as volé l'argent destiné à mon opération. Chut, tu recommences, soupira Julien, avec une lassitude théâtrale. Je t'ai dit que je te rembourserai. C'est juste de l'argent. Juste de l'argent? Je commençais à perdre mon sang-froid. C'est de l'argent que j'ai économisé pendant 3 ans en me privant de tout pour me débarrasser de cette douleur constante. Et tu appelles ça juste de l'argent? Geneviève, intervint Valérie, avec ce ton spécial qu'on utilise avec les enfants capricieux ou les personnes âgées, pas tout à fait dans leur état normal. Nous comprenons que tu es contrarié, mais bloquer les cartes, c'est un peu trop. On est dans une situation délicate. En ce moment, une situation délicate. Faillis-je rire? Et ma situation? À moi, je ne peux pas avoir l'opération qui me soulagerait de ma douleur quotidienne parce que mon propre fils a décidé qu'une croisière aux Maldives est plus importante. Mon Dieu, maman, explosa Julien. Tout ce à quoi tu penses, c'est toi et ma carrière. Cette croisière est une opportunité de parler à des gens qui peuvent m'aider à obtenir une promotion. Tu penses que c'est facile pour nous de maintenir une maison, de payer l'école des enfants, de maintenir un certain niveau de vie? Je n'en croyais pas mes oreilles. Julien, qui gagnait plusieurs fois mon salaire, même dans mes meilleures années, parlait, comme s'il avait du mal à joindre les deux bouts. Ah, Julien, tu as un salaire à 6 chiffres, lui rappelai-je. Le salaire de Valérie est aussi très bon, vous n'êtes pas pauvre. Tu ne comprends rien à la vie moderne, intervint Valérie. Tout coûte cher. De nos jours, l'école des enfants, une maison dans un bon quartier, des voitures dont on n'a pas honte, devant ses collègues, et une croisière aux Maldives pour 80 000 €. Oui, et une croisière, dis-je, le sarcasme dans ma voix, passant inaperçu. Pour Valérie, sais-tu combien ça coûte de maintenir un certain style de vie? Aujourd'hui, il faut avoir l'air prospère pour réussir. Et c'est pourquoi vous avez volé l'argent pour mon opération. Personne n'a rien volé, s'énerva de nouveau Julien. Je t'ai dit que je te rembourserai. Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi ne peux-tu pas simplement attendre? Parce que mon opération était prévue dans 2 semaines, Julien, dis-je, et maintenant, je pourrais l'avoir dans 4 mois. Au mieux, c'est 4 mois de douleur. Mon Dieu, maman, la voix de Julien semblait franchement agacée. C'est juste un genou. Tu dramatisais toujours tout. Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'attendais. Juste un genou. Pour lui, ma douleur quotidienne était insignifiante, ne valait pas la peine d'être mentionnée, quelque chose à reporter, pour une croisière.
dans une station exotique. Tu sais quoi? Julien, dis-je, et ma voix devint soudain ferme. Et tu as raison, j'ai trop dramatisé, pendant trop longtemps, j'ai fermé les yeux sur la façon dont toi et Valérie me traitez, trop longtemps fait semblant que tout allait bien. De quoi parles-tu? Il y avait de la lassitude dans sa voix. Je parle de garder les cartes bloquées, répondis-je, et du fait que je ne serai plus votre distributeur automatique. Bien Dieu. Geneviève, la voix de Valérie devint mielleuse. Ne prenons pas de décision hâtive. Nous sommes tous fatigués, tous contrariés. Essayons juste. Non, Valérie, l'interrompis-je. J'ai trop longtemps évité de prendre des décisions et cela a conduit à ce que mon fils pense qu'il est normal de voler l'argent pour mon opération. Personne n'a rien volé. Crie encore Julien. Ah, mon Dieu, tu es si têtu. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Pour les cartes, on a assez d'argent. À nous? Je suis ravi de l'entendre, dis-je. Alors, vous vous en sortirez. Bien sûr qu'on peut, intervint Valérie, avec une pointe de ricanement dans la voix. Nous ne sommes pas des retraités impotents, qui ne savent pas se débrouiller seuls. Ces mots me frappèrent, comme une gifle, une retraitée impotente. Voilà ce qu'il pensait de moi. Et tu sais quoi? Geneviève, continua Valérie, sentant probablement qu'elle m'avait blessée. Il est temps que tu apprennes à partager tes économies, tant qu'elles nous sont encore utiles. Après tout, à qui mieux? Laisser de l'argent qu'à la famille, ou comptes-tu l'emporter dans la tombe? J'entendis Julien rire doucement. En arrière-plan, il se moquait de moi, mon fils et sa femme, riaillait de ma douleur, de mes économies, de ma vie même. Partager les économies, ma voix semblait étrangement calme, même à moi. Vous ne pensez pas que j'ai partagé avec vous, Valérie, la compte pour votre maison, l'école privée des enfants, d'innombrables prêts, jamais remboursés. Je vous ai soutenu financièrement pendant des années, même si vous gagnez tous les deux très bien votre vie. C'est différent, dit rapidement Julien. C'était un investissement dans notre famille, dans ton intérêt. Mon intérêt, ça, j'ai ri maintenant. Une rire amère. Comment 80 000 € pour une croisière aux Maldives pourrait-il être dans mon intérêt? Julien, j'ai parlé des relations, de la carrière, ça suffit, l'interrompis-je. Je ne veux plus entendre ça. Profitez de votre croisière, avec votre propre argent. Femme, maman, ne me raccroche pas au nez, cria Julien, et on n'a pas fini. Non, Julien, dis-je, on a presque fini. J'appuyai sur le bouton de fin d'appel, et un silence béni s'installa, mes mains tremblaient, mais pas de peur, ou de confusion, de colère, une colère pure et justifiée comme je n'en avais jamais ressenti. Il est temps que tu apprennes à partager tes économies, tant qu'elles nous sont encore utiles. Les mots de Valérie résonnaient dans ma tête. Elle ne parlait pas seulement de l'argent. Pour l'opération, elle parlait de toutes mes économies, de tout ce que j'avais accumulé dans ma vie, de mon héritage. Le téléphone sonna. À nouveau. Julien, je ne répondis pas, et rappela. Encore et encore. Je coupai le son et posai le téléphone sur la table. J'avais besoin de réfléchir. Toutes ces années, je pensais soutenir mon fils et sa famille, les aider à se remettre sur pied, mais maintenant, je voyais la situation pour ce qu'elle était. Vraiment, ils n'avaient pas besoin de mon aide, ils étaient juste habitués à prendre. Et plus je donnais,
plus ils attendaient, et maintenant, ils attendaient mon héritage, ma mort. Cette pensée m'effrappa avec une force inattendue. Ils attendaient que je meure pour pouvoir tout avoir, non pas parce qu'ils avaient besoin de l'argent, mais parce qu'ils pensaient y avoir droit. Mon cœur battait si fort qu'il semblait prêt à sortir de ma poitrine. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, essayant de me calmer. Le jardin, que Maurice aimait tant, semblait maintenant négligé. Je ne pouvais pas l'entretenir correctement. À cause de mon genou, une chose de plus, qui m'avait été enlevée. Je retournai au bureau et ouvris le tiroir, où je gardais les documents importants. Parmi eux se trouvait mon testament, rédigé peu après la mort de Maurice. Selon celui-ci, tous mes biens, maisons, économies, titres, devaient revenir à Julien à ma mort. Une petite somme était réservée pour l'éducation de mes petits-enfants, mais l'essentiel de l'héritage allait à mon fils. J'avais rédigé ce testament quand je croyais encore que Julien se souciait de moi, quand je pensais que notre famille était un soutien mutuel, pas une source d'exploitation. Maintenant, je savais que j'avais tort. Je remis le document et fermai le tiroir. La décision vint d'elle-même, comme si elle avait toujours été là, attendant que j'ouvre enfin les yeux et voie la vérité. Paul Garnier, un vieil ami de notre famille, un avocat spécialisé en succession. Maurice et moi avions été amis, avec lui et sa femme, Louise. Pendant de nombreuses années, après la mort de Maurice, nos contacts s'étaient raréfiés, mais nous restions en relation, échangeant des cartes de Noël, nous appelant occasionnellement. Je pris mon téléphone et trouvai son numéro. Dans mes contacts, il était tard, presque 22 heures, mais je savais que Paul travaillait, souvent tard, et cela ne pouvait pas attendre. Paul Garnier, à l'appareil, sa voix semblait aussi confiante que dans mon souvenir. Paul, c'est Geneviève Lemoine, dis-je. Je m'excuse pour l'appel tardif. Geneviève. Il sembla sincèrement surpris et ravi. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Pas très bien, pour être honnête, répondis-je. Paul, j'ai besoin de ton aide professionnelle. Je veux modifier mon testament. Une pause à l'autre bout de la ligne. Puis, bien sûr, Geneviève, veux-tu prendre un rendez-vous? Oui, dis-je, et ma voix semblait ferme, malgré le tremblement de mes mains. C'est le plus tôt possible. Demain matin, à 10 heures, suggéra-t-il. J'ai une fenêtre dans mon emploi du temps. Parfait. Acquiesçai-je. Merci, Paul. C'est vraiment important. Pour moi, toujours heureux d'aider, répondit-il. À demain, et Geneviève, quoi qu'il arrive, on s'en occupera. Je le remerciai et raccrochai. Un étrange calme m'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en contrôle, que je prenais des décisions dans mon propre intérêt, pas par un faux sens du devoir envers des gens qui avaient cessé de me respecter depuis longtemps. Julien et Valérie avaient clairement montré ce qu'ils attendaient de moi, que je ne sois qu'une source d'argent, qu'ils se moquent de moi. Dans mon dos, pensant que je suis une retraitée impotente, qui doit partager ses économies, eh bien, demain, je commencerai à partager, mais pas comme ils l'attendent. Le bureau de Paul Garnier était situé dans un élégant bâtiment, au centre de Meursault. Malgré l'heure matinale, une jeune femme, aux cheveux soignés, était déjà à la réception, et elle m'accueillit avec un sourire. Madame Lemoine,
Garnia vous attend. Permettez-moi de vous accompagner. Je la suivis dans le couloir, les murs ornés de diplômes et de certificats. Mon genou me faisait mal. Après une nuit blanche, mais je marchais, avec assurance, m'appuyant sur ma guée. Paul se lève de son bureau. Dès que j'entrais, les années ne l'avaient pas beaucoup changé. Les mêmes yeux perspicaces, maintenant encadrés, de rides plus profondes, la même posture droite. Seuls ses cheveux avaient grisonné. Geneviève, il sourit chaleureusement, me serrant la main. Ça fait si longtemps que on ne s'est pas vu. Assieds-toi, je t'en prie. J'ai m'installé dans le fauteuil en cuir, confortable, en face de son bureau pour Sand Maggie, à côté de moi. Le genou, demanda-t-il, remarquant mon inconfort. Oui, hoch Aige. J'étais censé me faire opérer dans 2 semaines, mais les circonstances ont changé. Paul hocha la tête sans approfondir. C'était une des qualités que Maurice et moi avions toujours appréciées chez lui, sa capacité à ne pas poser trop de questions. Donc, tu veux modifier ton testament? Alla-t-il droit au but. La version actuelle a été rédigée il y a 5 ans, juste après la mort de Maurice. C'est ça. Oui, confirmai-je. Et je veux le réviser complètement. Nous passâmes l'heure suivante à discuter des détails. Je lui expliquai que je voulais exclure Julien de l'héritage. À la place, l'essentiel de mes biens devait servir à créer un fonds de bourse pour les étudiants en médecine. J'ai toujours cru en l'éducation, dis-je, et je veux que mon argent aide ceux qui sont vraiment dévoués à aider les autres. Paul écouta attentivement, prenant des notes. Et tes petits-enfants? Demanda-t-il. Chloé et Victor, c'est ça. Oui. Hoch Aige. Je veux leur laisser 20% de mes économies, mais à condition qu'ils n'aient accès à cet argent qu'à 25 ans. C'est une solution raisonnable, acquiesça Paul. Beaucoup de gens incluant de telles clauses pour que les héritiers aient le temps de mûrir et d'utiliser l'argent judicieusement. Et il y a une autre condition, ajoutai-je. Julien et Valérie ne doivent avoir aucun accès à cet argent. Pas de gestion du trust au nom des enfants. Chez eux, Paul me regarda plus attentivement. Geneviève, je ne vais pas demander ce qui s'est passé entre toi et Julien, dit-il prudemment, mais en tant que ton avocat et l'ami, je dois m'assurer que tu prends cette décision de manière réfléchie. Des changements comme ceux-ci peuvent provoquer de sérieux conflits familiaux. Je lui racontai la version courte de l'histoire, l'argent pour l'opération, les Maldives, l'appel téléphonique où Julien et Valérie avaient révélé leurs vrais sentiments envers moi. Je comprends, hocha Paul, gravement, quand j'eus fini. Je suis désolé d'entendre ça. Maurice serait bouleversé. La mention de mon mari déclencha une vague d'émotion en moi. Que dirait-il s'il savait ce que son fils m'avait fait? Maurice avait toujours gâté Julien, peut-être trop, mais même lui n'aurait pas toléré une telle trahison. Et nous pouvons faire comme tu le souhaites, continua Paul. Mais il y a quelques points à discuter. D'abord, Julien pourrait contester le testament après ta mort. Dans de tels cas, les enfants gagnent parfois, surtout s'ils peuvent prouver que le parent a changé le testament, sous stress ou dans un état où il ne pouvait pas prendre de décision rationnelle. Je suis saine d'esprit et de bon jugement, dis-je fermement, et je suis prête à passer n'importe quel examen
pour le prouver. Bien, Paul. Nous inclurons un rapport indépendant d'un psychiatre avec le testament. Cela renforcera notre position. Deuxièmement, le fonds de bourse. Il faut choisir une institution pour l'administrer. J'ai quelques options solides. Nous discutâmes des détails du fonds. Quelle université administrerait les fonds, les critères de sélection des bénéficiaires, le montant des paiements annuels. Paul expliqua patiemment toutes les nuances juridiques et j'écoutais attentivement, posant des questions. Il était important de bien faire les choses. J'aurai les documents prêts pour demain, dit Paul, quand nous eûmes fini. Tu devras venir les signer devant un notaire et n'oublie pas d'apporter ta pièce d'identité. Avant de partir, Paul me prit la main et Geneviève, en tant qu'amie de la famille, je veux juste m'assurer que tu ne prends pas cette décision à la hâte. Cela changera ta relation avec Julien pour toujours. Notre relation a changé au moment où il a volé l'argent pour mon opération, répondis-je. Je ne fais qu'accepter la réalité telle qu'elle est. Là, le lendemain, je retournai au bureau de Paul et signai le Nouveau Testament. La docteure Sophie Lambert, une psychiatre avec 30 ans d'expérience, m'interviewa et confirma que j'étais pleinement compétente et que je prenais des décisions éclairées. Son rapport fut joint au document. C'est fait, dit Paul, quand la dernière signature fut apposée. Une copie du testament sera conservée dans notre bureau, l'original. Je te recommande de le garder dans un endroit sûr, dans un coffre-fort. Par exemple, merci, Paul, lui, serrai-je la main. Et pour tout. J'espère que Julien reviendra à la raison, dit-il. Mais peut-être que ce sera une leçon pour lui. J'y hochaille la tête, ne partageant pas son optimisme. Les événements récents m'avaient montré ce que mon fils était vraiment devenu. Une semaine après, la modification du testament. Je reçus un message de Julien disant qu'il était rentré des Maldives avec Valérie. Pas d'excuses, juste un rapide. On est rentré. Il faut qu'on parle. Je ne répondis pas. Je n'avais rien à lui dire. Au lieu de cela, je me concentrai sur la préparation de l'opération à venir. Le conseiller financier m'aida à établir un nouveau plan d'épargne. Je pourrais réunir la somme nécessaire. Dans un an, si j'étais très économe, cela signifiait 12 mois de douleur supplémentaires, mais au moins, j'avais un objectif. Julien commença à appeler, 2 jours après, leur retour. Rarement au début, puis de plus en plus, je ne répondais pas, puis vinrent les messages, d'abord exigeants, puis menaçants, enfin presque suppliants. Je les lisais, mais ne répondais pas. Valérie essaya aussi de me contacter par message, par email, même en demandant à des amis communs de m'appeler. Je répondais poliment à tout le monde que je me concentrais sur ma santé pour le moment et que je n'étais pas prête à communiquer. 2 semaines après, leur retour. Julien se présenta à ma porte. Je vis sa voiture par la fenêtre et ne répondis pas. Il appela, frappa, cria même, mais je restai inflexible. Enfin, il partit, laissant une note, me demandant de le rappeler. 3 jours plus tard, en rentrant du magasin, je trouvai Julien assis sur les marches de mon porcher. Il n'avait pas bonne mine, un costume froissé, des cernes sous les yeux. « Maman !» Il se leva. En me voyant, « Il faut qu'on parle. » Je passai devant lui, jusqu'à la porte, et sortis mes clés. « Maman, s'il te plaît ?» Il semblait désespéré. « Je sais que ce que j'ai fait était mal,
Parlons. C'est tout. Je m'arrêtai, puis me tournai vers lui. D'accord. Julien. Parlons. Nous entrâmes dans la maison. Je lui proposai du thé, mais il refusa. Maman, commença-t-il, s'asseyant en face de moi, dans le salon. Je comprends que tu sois en colère. Pour l'argent, ce que j'ai fait était stupide, mais je te rembourserai, je le jure. On m'a promis une prime le prochain trimestre, et la première chose que je ferai, c'est te donner ces 80 000 € avec intérêt. Ça n'a pas d'importance. Julien, dis-je calmement. Comment ça? Pas d'importance. Il semblait sincèrement surpris. Tu allais te faire opérer. Je vais réparer ça. Je te promets. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je, et c'est que tu m'as montré ce que je suis. Pour toi, une source de financement, pas une mère, pas une personne, respectée et aimée. Ce n'est pas vrai, objecta-t-il. Bien sûr que je tiens à toi. J'ai juste fait une erreur. Une erreur, c'est quand tu rends mal la monnaie au magasin, dis-je. Tu as délibérément volé l'argent mis de côté pour l'opération, sachant à quel point j'en avais besoin, et ensuite tu l'as dépensé pour une croisière. Et quand j'ai essayé de t'en parler, toi et Valérie, vous êtes moqués de moi. Sans... Julien baissa les yeux. On ne se moquait pas. C'était un malentendu, et nous regrettons, tous les deux, cette conversation. Vous le regrettez, parce que j'ai bloqué les cartes des mandailles, ou parce que vous avez réalisé que ce que vous avez fait était mal. Il ne répondit pas, et cela était plus éloquent que n'importe quel mot. Julien, j'ai changé mon testament, dis-je enfin. Quoi? Il leva les yeux vers moi. Que veux-tu dire? Je t'ai déshérité, dis-je, ma voix toujours calme. La majeure partie de mes biens ira à la création d'un fonds de bourse. Pour les étudiants en médecine, Chloé et Victor recevront chacune 20% de mes économies, mais pas avant leurs 25 ans. Julien me regarda, comme si je parlais une langue inconnue. Son visage pâlit, ses lèvres s'ouvrirent, mais il ne fit aucun son. Tu ne peux pas, dit-il enfin. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, répondis-je. Les documents sont signés, notariés, juridiquement irréprochables. Mais ce n'est pas juste. Sa voix monta. À cause d'une seule erreur. Tu me déshérites. Moi, ton fils unique. Pas à cause d'une seule erreur. Julien, secoua-je la tête. C'est à cause des années où tu m'as traité comme un distributeur automatique, à cause du manque de respect que tu m'as montré, à cause de la manière dont tu as appris à tes enfants à m'ignorer les Maldives. C'était juste la goutte d'eau. C'est Valérie, n'est-ce pas? Demanda-t-il soudain. Elle a toujours mal parlé de toi, c'est son influence. Ne rejetez pas la faute, dis-je fermement. Tu es un homme adulte, et tu prends tes propres décisions. Et c'est toi qui as pris l'argent sur mon compte. Et Julien se leva et commença à faire les 100 pas. Dans la pièce, son visage n'était plus pâle. Maintenant, il était rouge, de colère. Tu ne peux pas faire ça, répéta-t-il. C'est mon argent, ma maison. Mon père voulait que j'ai tout. Bah, c'est mon argent. Julien, objectai-je calmement. Et ma maison. Maurice voulait que je sois heureuse et prise en charge. Tu as violé ce souhait. Je contesterai. Ce testament, menaça-t-il. Je prouverai que tu avais perdu la tête, une vieille femme sénile qui ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne laissais pas
Ces mots me blessaient, bien qu'ils fussent comme un couteau dans mon cœur. Le testament inclut un rapport psychiatrique indépendant sur ma capacité, dis-je. Mais tu peux essayer, bien sûr. Tout le regrettera, siffla Julien. Je vais faire un procès, je dirai à tout le monde. Quelle femme égoïste et cruelle. Tu es vraiment que tu ne m'as jamais aimé, que tu ne t'es jamais soucié de ta famille. Ces mots me frappèrent. Enfin, je sentis les larmes monter à mes yeux, mais je les retins. Julien, dis-je doucement, je t'ai aimé dès l'instant où j'ai su que tu existais. Je t'ai aimé quand tu faisais tes premiers pas, quand tu es allé à l'école, à l'université. Je t'ai aimé quand tu as épousé Valérie, quand tes enfants sont nés. Je t'ai aimé quand je t'ai donné de l'argent pour la maison, pour l'école des enfants, pour toutes ces urgences dont tu me parlais. Je t'ai aimé même quand tu as volé l'argent pour mon opération. Je marquai une pause, le regardant droit dans les yeux. Mais il était temps que je m'aime aussi, que je réalise, que je mérite le respect, que je ne suis pas juste un distributeur automatique ou une nuisance agaçante. Je suis un être humain, Julien, et je mérite d'être traité comme tel. Oh, c'est un beau discours. Sa voix suintait de sarcasme. Ça l'as-tu répété devant le miroir? Où était-ce l'idée de ton avocat? Faire passer Julien pour le méchant, pour justifier ta décision de lui retirer son héritage. Je pense que tu devrais partir, dis-je. Nous n'avons plus rien à nous dire. Oh, non, non. Julien fit un pas vers moi. Ah, on n'a pas fini. Tu ne peux pas simplement me rayer de ta vie. Je suis ton fils, que tu le veuilles ou non. Oui, tu es mon fils, acquiesçai-je, et ça ne changera pas. Mais la relation entre nous, c'est quelque chose qu'on crée par nos actions, et tes actions nous ont conduits ici. Tout ça, c'est à cause de l'argent, n'est-ce pas? Ricana-t-il amèrement. Tu as toujours été pingre. Mon père me disait, comment tu surveillais chaque centime, comment tu faisais des scandales pour ces dépenses. C'était un mensonge, et Julien le savait. Maurice ne s'était jamais plaint de mon attitude envers l'argent. Au contraire, il appréciait ma praticité, qui nous avait permis d'économiser assez pour vivre confortablement. Je pense vraiment que tu devrais partir. M'élevai-je, signalant que la conversation était terminée. Ah, tu le regretteras. Julien se dirigea vers la porte. Quand tu seras toute seule, sans famille, sans soutien, quand tu auras besoin d'aide et qu'il n'y aura personne pour toi. Je regrette déjà, dis-je doucement, de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Il se tourna brusquement dans l'embrasure de la porte. Ce n'est pas fini, menaça-t-il. Je ne vais pas laisser une école de médecine prendre ce qui me revient de droit. Tu entendras parler de mon avocat. Sourd ces mots, il sortit, claquant la porte, si forte que les vitres tremblèrent. Je m'effondrai lentement sur le canapé, sentant mes genoux. Tremble. L'adrénaline s'évanouissait, me laissant vide et fatigué. Je l'avais fait, j'avais dit la vérité. À mon fils, je m'étais protégée. Mais alors, pourquoi cela faisait-il si mal? Je regardais les photos sur la commode. Julien bébé, souriant d'un sourire, sans dents. Julien adolescent, avec son premier vélo. Julien diplômé de l'université, fier et plein d'espoir. Où et quand le garçon que j'aimais de tout mon cœur s'était-il transformé en un homme capable de voler l'argent pour l'opération de sa propre mère? Les larmes que j'avais retenues si longtemps coulèrent enfin à flots.
Je pleurais pour les relations perdues, Nassadi, pour les espoirs brisés, pour le garçon qui n'était plus là. Mais avec la douleur vint un étrange sentiment de délivrance. C'était comme si le lourd poids que je portais depuis des années avait enfin été enlevé de mes épaules. Ce soir-là, je restai longtemps à la fenêtre, regardant le jardin que Maurice aimait tant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment moi-même, pas une mère, pas une veuve, pas une grand-mère, juste Geneviève Lemoine, une femme qui méritait respect et dignité. Oui, il y avait encore de nombreux défis à venir, les menaces de procès de Julien, les longs mois d'épargne pour une nouvelle opération, la solitude, mais maintenant, en cet instant, la douleur de la rupture. Avec mon fils, se mêler à un sentiment de délivrance, créant une sensation douce, amère, étrange. J'avais fait le bon choix, et pour la première fois depuis longtemps, j'en étais sûre. 6 mois passèrent, comme un jour, 6 mois remplis de changements, de douleurs, d'espoir et de nouvelles découvertes. Je m'assis sur un banc dans un parc, près de chez moi, et regardai un couple de personnes âgées marcher lentement dans une allée, main dans la main. Mon genou ne me faisait plus mal à chaque mouvement, bien que la pleine liberté de mouvement ne soit pas encore revenue, mais le progrès était évident, et chaque jour apportait de petites victoires. Après la rupture, avec Julien, je pris la décision de ne pas attendre 1 an de plus pour économiser pour l'opération. Ma voisine, Louise, avec qui nous étions devenus amies ces derniers mois, me présenta son neveu, un conseiller financier. Il m'aida à élaborer un plan. Je vendis certaines des actions que Maurice avait achetées il y a 20 ans, contracté un petit prêt contre la maison et utilisé le reste de mes économies. Cela suffit pour payer l'opération, bien que pas avec le chirurgien que j'avais initialement choisi. L'opération fut un succès. Il y a 3 mois, les premières semaines de rééducation furent difficiles, douleur, mobilité limitée, dépendance envers les autres. Mais j'eus un soutien inattendu. Louise m'aida avec les courses et la cuisine. Cécile, mon ancienne collègue, me rendait visite régulièrement, apportant des pâtisseries faites maison. Et les dernières nouvelles, Paul Garnier, mon avocat et vieil ami de la famille, organisa le transport vers et depuis l'hôpital, et sa femme, Louise, m'appelait souvent pour discuter quand je me sentais seule. Je ne m'attendais pas à un tel soutien. Pendant des années, j'avais vécu dans un monde fermé où il n'y avait que moi, Julien, et sa famille. J'avais oublié qu'en dehors de ce cercle étroit, il y avait tout un monde de personnes prêtes à aider si on les laissait faire. Aujourd'hui, c'était la première fois que je participais à une réunion du club de lecture. À la bibliothèque locale, Louise m'y poussait depuis des mois, mais je trouvais toujours des excuses. Mon genou me faisait mal, je n'étais pas d'humeur, ou j'avais simplement peur. Mais aujourd'hui, je me suis décidée, et je n'ai eu aucun regret. 12 femmes, de différents âges, de 30 à 80 ans, discutaient d'un roman récemment lu. J'ai été chaleureusement accueillie, et elles m'ont interrogée sur mes préférences littéraires, avec un réel intérêt. Personne ne me regardait. Comme un fardeau, personne ne regardait. Sa montre en douce, pressée de partir. J'étais vraiment la bienvenue. Après le club de lecture, je décidai de faire une petite promenade. Mon genou allait assez bien, et la journée d'avril était étonnamment chaude. J'atteignis le parc et m'assis sur un banc, savourant le soleil, et un nouveau sentiment de liberté
J'essayais de ne pas penser à Julien. Il avait essayé de me contacter plusieurs fois depuis notre dernière conversation. Il m'avait appelé, envoyé des messages, mais je n'avais pas répondu. Ses menaces de procès étaient vaines. Apparemment, son avocat lui avait expliqué qu'il y avait peu de chances de gagner. Valérie était venue chez moi une fois, prétendument pour voir comment j'allais, mais la conversation tourna rapidement sur la façon dont j'avais ruiné la famille avec ma décision de changer le testament. Je lui demandai, poliment mais fermement, de partir et de ne pas revenir. Mes petits-enfants me manquaient malgré leur froideur. Ces dernières années, ils faisaient encore partie de ma vie, de mon sang. J'espérais qu'un jour, lorsqu'ils seraient plus grands, nous pourrions reconstruire notre relation. C'est pourquoi je leur avais laissé une partie de l'héritage hors de portée de leurs parents. Mes réflexions furent interrompues par un appel téléphonique. Le numéro de Louise. Geneviève, comment était le club de lecture? Sa voix semblait chaleureuse et intéressée. C'était super. Merci d'avoir insisté, répondis-je. Tout le monde était très gentil. Je te l'avais dit, rit-elle. Écoute, veux-tu venir dîner ce soir? Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et du vin. Mon frère André sera là, tu te souviens? Je t'ai parlé de lui. Il est récemment veuf aussi. J'hésitais, les interactions sociales étaient encore difficiles pour moi, mais je m'étais promis de ne plus me cacher derrière les murs de ma maison. Avec plaisir, dis-je. À quelle heure dois-je être là? 7 heures serait parfait, prévint Louise. Et n'apporte rien. Viens juste. La soirée chez Louise fut étonnamment agréable. Son frère, André, une gentleman, aux cheveux gris, avec des yeux bienveillants et un humour doux, raconta des histoires amusantes de sa pratique. Il avait été vétérinaire avant de prendre sa retraite. Nous rîmes, discutamos de livres, de musique, de voyage. Personne n'aborda de sujets douloureux, personne ne parla d'argent ou de problèmes familiaux. C'était juste le contact humain chaleureux qui m'avait manqué toutes ces années. André propose de me raccompagner chez moi, bien que ma maison ne soit qu'à 3 pâtés. De maison, nous marchâmes lentement, discutant de rien, et en nous quittant, il me demanda, à brûle-pourpoint, si je voulais aller à un concert de musique classique avec lui le week-end suivant. Je dis oui, ressentant une légère excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chez moi, je ne pus dormir longtemps, pensant à comment ma vie avait changé durant ces 6 mois. La douleur et la trahison étaient toujours là, mais elles s'étaient estompées, laissant place à de nouvelles expériences et opportunités. Les 2 mois suivants passèrent à un nouveau rythme. Club de lecture. Le mercredi, cours d'aquarelle. Le samedi, que je commençais à suivre. Au centre communautaire local, promenade régulière, avec Louise et d'autres voisins. André devint un visiteur fréquent dans ma vie. Nous allions à des concerts, des musées. Nous promenions, profitant de la compagnie l'un de l'autre, sans pression, ni attente. Mon genou continuait de se rétablir. J'utilisais encore une gué pour les longues marches, mais je pouvais m'en passer dans la vie quotidienne. Le kinésithérapeute était satisfait de mes progrès et disait que je pourrais bientôt reprendre une activité normale. Les finances se stabilisaient lentement aussi, sans les prêts constants. À Julien, je découvris que je pouvais non seulement vivre confortablement avec ma pension, mais même épargner un peu. Je commençais à planifier quelque chose
dont j'avais longtemps rêvé, mais toujours reporté. Un voyage en Europe. Maurice avait promis que nous irons quand il prendrait sa retraite, mais il n'a pas vécu assez longtemps. Maintenant, je décidai de réaliser ce rêve, seul. L'appel de Julien me prit par surprise, par un chaud après-midi de juin. Je planifiais mon itinéraire européen, étalant des cartes et des guides sur la table de la cuisine. Quand je vis son numéro sur l'écran de mon téléphone, je sentis mon cœur se serrer. 6 mois sans contact, et le voilà qui réapparaissait dans ma vie. Après beaucoup de réflexions, je répondis « Geneviève Lemoine » à l'appareil. Ma voix semblait neutre. Maman, la voix de Julien, semblait incertaine, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je réponde « C'est moi ». « Bonjour, Julien, dis-je. Que me vaut l'appel ?» Eh bien, je me demandais comment tu allais, bégaya-t-il. Ça fait un moment. Je vais bien. Merci, répondis-je. J'ai eu une opération du genou. Il y a 3 mois. Je récupère. Vraiment. Il semblait sincèrement surpris. Je suis heureux pour toi. Comment as-tu payé? Bien sûr, il s'intéressait. À l'argent, certaines choses ne changent pas. J'ai trouvé un moyen, répondis-je brièvement. Autre chose? Une pause, puis un profond soupir. Maman, je suis dans une situation difficile, dit-il enfin. Il y a eu une restructuration dans l'entreprise. Mon poste a été supprimé. Je suis désolé de l'entendre, dis-je. Et c'était vrai, malgré tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas faire de mal à mon fils. Je cherche un nouvel emploi, mais sans succès pour l'instant, continua Julien. Et on a une hypothèque. L'école des enfants. Valérie a aussi vu ses heures réduites. Dans son cabinet, je ne dis rien, devinant déjà où cette conversation menait. Maman, je sais qu'on a eu nous différents. Il choisit ses mots soigneusement. Mais on est une famille, et en ce moment, j'ai besoin de ton aide, temporairement, bien sûr, juste pour tenir, jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Combien? Demandai-je franchement. 30 000 € seraient idéaux, répondit-il rapidement. Mais je comprends, si tu ne peux pas faire autant, 20 aiderait beaucoup aussi. J'ai fermé les yeux. Il y a 6 mois, j'aurais déjà cherché à lui virer l'argent. J'aurais mis mes propres besoins de côté, abandonné mes projets, juste pour aider mon fils. Mais cette croisière aux Maldives a tout changé. Non, Julian, dis-je calmement. Je ne te donnerai pas d'argent. Quoi? Il ne s'attendait clairement pas à un refus. Mais, maman, c'est sérieux. On n'a pas d'argent pour payer les factures. Vous avez une maison qui vaut 2 fois la mienne, lui rappelai-je. 2 voitures haut de gamme, une adhésion à un club de campagne. Si vous ne pouvez vraiment pas payer vos factures, commencez par vendre ce que vous pouvez vous permettre. Tu ne comprends pas, dit-il, avec une touche de désespoir dans la voix. Oh, on ne peut pas simplement vendre la maison ou les voitures. Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment vais-je trouver un nouvel emploi si j'ai l'air d'un perdant? Comment vas-tu trouver un nouvel emploi si tu attends que ta mère retraitée règle tes problèmes financiers? Demandai-je. Ce n'est pas juste. Il semblait offensé. Maintenant, j'ai présenté mes excuses pour l'histoire de l'argent. J'ai admis que ce que j'ai fait était mal. Que veux-tu de plus? Je veux que tu prennes la responsabilité de ta vie. Julien, dis-je, tu as 42 ans, tu as une éducation, une expérience professionnelle, des relations. Trouver un moyen
de résoudre tes problèmes, toi-même, au lieu de te tourner vers ta mère retraitée. C'est comme ça que tu vois ta famille, maintenant. Sa voix devint froide. Tu nous tournes le dos quand on est en difficulté. Non, Julien, essayai-je de rester calme. C'est comme ça que je traite des adultes qui doivent assumer la responsabilité de leurs décisions. Tu choisis de vivre au-dessus de tes moyens. C'est ton choix, mais je ne vais plus soutenir ce choix avec mon argent. Tu le regretteras, menaça-t-il, quand on perdra notre maison, quand les enfants devront quitter leur école, quand on sera à la rue. Tu te sentiras coupable pour le reste de ta vie. Julien, dis-je fatigué, vous ne finirez pas à la rue, vous avez des options, vendre la maison et acheter quelque chose de plus modeste, vendre une de vos voitures, envoyer vos enfants dans une bonne école publique au lieu d'une privée. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un changement de mode de vie. Tu as changé, dit-il amèrement. Tu n'aurais jamais fait ça avant? Oui, j'ai changé, acquiesçai-je, et c'est pour le mieux. J'espère que tu changeras aussi, Julien, pour toi et ta famille. Je mis fin à la conversation, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse que ma relation avec mon fils ne serait probablement plus jamais la même, et soulagement d'avoir pu rester fidèle à moi-même, à mes limites, et à ma nouvelle compréhension de ma propre valeur. Une semaine plus tard, j'appris par des connaissances communes que Julien avait vendu une des voitures et que Valérie avait pris un emploi à temps plein dans un nouveau cabinet. Il s'en sortait, comme je le soupçonnais. Ils n'avaient pas besoin de mon aide. Ils étaient juste habitués à compter dessus. La préparation de mon voyage en Europe occupait tout mon temps et mes pensées. Je m'inscrivis à un cours d'italien de base, étudiai des cartes et des guides et traçai un itinéraire. Rome, Florence, Venise, puis Paris, et peut-être Londres. 3 semaines d'immersion totale dans l'art, l'histoire, la culture. Le rêve que Maurice et moi avions reporté si longtemps devenait enfin réalité. André proposa de m'accompagner, mais je déclinai poliment. Notre relation évoluait lentement, et j'aimais ce rythme tranquille, mais je voulais faire ce premier voyage en Europe. Seul, j'avais besoin de ce temps seul avec moi-même pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, à tous les changements dans ma vie. Le jour de mon départ, un petit groupe d'amis nouveaux m'accompagna. Louise et son frère, Cécile, 2 femmes du club de lecture. Ils apportèrent de petits cadeaux pour le voyage. Une guide, une écharpe, un coussin de voyage confortable. Leur réelle sollicitude me toucha profondément. Envoie des photos, tous les jours, exigea Louise en m'enlaçant. Et n'oublie pas de vérifier ta tension. Profite de chaque instant, dit André, embrassant ma joue. Tu mérites ce voyage. Assise dans l'avion, je regardais par le hublot la ville au loin. Quelque part là-bas, restait ma maison, mon fils et sa famille, mon passé, mais devant, il y avait l'avenir, inconnu, excitant, plein de nouvelles possibilités. Je sortis de mon sac la photo de Maurice, que je portais toujours, avec moi. On va toujours en Europe, chérie, murmurai-je, juste un peu plus tard que prévu. Je pouvais presque sentir, physiquement, son sourire approbateur. Maurice avait toujours voulu que je sois heureuse, et maintenant, tant d'années après sa mort, j'avais enfin trouvé le chemin vers ce bonheur, un chemin qui avait commencé par une trahison douloureuse, mais qui menait à une délivrance inattendue. L'avion gagna de l'altitude, et je m'adossai à mon siège, ressentant une paix surprenante. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas. Pour demain, ne m'inquiétais pas.
des problèmes des autres, ne mettais pas les besoins des autres avant les miens. J'étais juste moi, Geneviève Lemoine, une femme de 64 ans qui avait enfin trouvé la liberté d'être heureuse à ses propres conditions. L'Europe m'attendait, une nouvelle vie m'attendait